Ici, moi, je vais vous parler d'un exemple de certification pour un malonnier sur un planeur. Donc, je vous présente, je suis Dominique Raz, je suis président de la commission Handi-Planeur à la Fédération française de vol en planeur. Et je vais vous parler d'un dossier qui a pris cours dans les années 2000 à l'aérodrome de Beynes, sous la direction, enfin sous les conseils et la direction d'Antoine Motillon, qui est mon président avec moi de la commission Handi-Planeur. Et donc, il s'agit en fait de la certification d'un malonnier sur un monoplace, un planeur monoplace. Jusque-là, les malonniers existaient surtout sur des biplaces depuis les années 90, même peut-être encore avant les années 90, un peu avant les années 90. Et il y avait très peu de planeurs monoplaces qui étaient adaptés. Donc comme Antoine venait d'être breveté sur un planeur biplace, avec son aéroclub à Beynes, ils ont pris la décision de s'engager dans la certification d'un malonnier pour un planeur qui s'appelle le Pégase, qui est un planeur qui est très répandu en France, qui était fabriqué par la Centrair jusque dans les années 90. Donc ici sur le schéma, sur la photo, vous pouvez voir sur la droite de la photo le planeur et son équipement. Donc le malonnier se situe sur la gauche du fuselage, là-haut. C'est cette poignée que vous voyez ici, et il s'agit d'une tige qui va pousser sur la pédale gauche du palonnier. Et dans le nez du planeur, on a une poulie de renvoi qui va sur la pédale droite, de manière à renvoyer la commande à droite également. En plus de ça, les aérofreins, c'est la poignée bleue qui se trouve sur la gauche ici. Les aérofreins ont été crantés, de manière à ce qu'en finale, le pilote puisse se concentrer sur le malonnier avant tout, choisir un degré d'aérofrein en fonction de sa finale, en fonction de son altitude, sa vitesse, et ensuite se concentrer sur le malonnier. Et puis, troisième adaptation, il y a un frein au manche, donc c'est un frein béringer qui se situe sur le manche, de manière à pouvoir, parce que souvent sur les planeurs, les freinages se font soit en bout de pied, soit en bout d'aérofrein, ce qui complique évidemment le roulage quand il faut lâcher le malonnier. Donc, pareil, le malonnier est tout le temps privilégié par rapport au reste, c'est la commande principale. Donc moi je vais vous présenter ça sur l'angle de la certification. Je vais vous montrer un petit peu quels sont les textes, mais rapidement, en partant des textes, vous montrer quelles sont les actions qui ont été développées pour répondre aux exigences de ces textes-là. Donc les textes, en fait, ils sont conformes à la règle de la partie 21 de l'OSAC ou de l'EASA. Et en définition préliminaire, il y a le concepteur, qui est donc dans notre cas la Fédération française de vol à voile à l'époque, aujourd'hui s'appelle FFVP pour vol en planeur. Et le producteur, c'est une entreprise qui doit être agréée part 21. Donc c'était l'entreprise Agrec, qui travaille déjà avec Thales et qui travaille dans l'aéronautique encore maintenant, dans de la mécanique industrielle et de la mécanique de précision. Alors au niveau de la conception, la chance qu'ils avaient à Beynes, c'est d'avoir un certain nombre de personnes qui avaient les expertises pour le faire. Donc, on va venir là-dessus tout de suite. Donc, le texte il dit ceci: la FFVP, organisme de conception, s'engage à assurer la transmission correcte et à temps des données de définition à jour. Donc c'est tout ce qui est plan, spécification de la matière, plan des dimensions, etc. Et ces définitions doivent être données à temps à l'organisme de production. Ça, c'est la première chose. Donc ça nécessitait de trouver en interne des experts. Donc comme je vous l'ai dit, à Beynes, des experts, il y en avait. Des ingénieurs qui sont capables de faire de la conception assistée par ordinateur, notamment, mais aussi des experts juridiques et des pilotes d'essai. Donc,
À la suite du dossier, la FFVP s'est vue en plus décerner par l'EASA une DOA, donc une qualification de Design Organization Approval, et une POA, Production Organization Approval. Donc ça, c'était un bonus en plus de la certification du malonnier. Donc tout le monde était gagnant dans cette histoire-là. Alors l'organisme par contre de production agrègue, lui, s'engage à assister l'organisme de conception dans le traitement des sujets relatifs à la navigabilité et à la mise en place des actions, assister l'organisme de conception dans la démonstration de la conformité des produits aux exigences de navigabilité avant certification de type, développer, si applicable, ses propres données de fabrication en conformité avec les données de navigabilité. Donc ça exige d'avoir une interaction permanente entre le producteur et le conceveur, de manière à ce qu'on s'entende bien au niveau des spécifications, de la qualité, au niveau de la robustesse des matériaux, etc., afin de garantir la navigabilité et la sécurité qui est exigée. Donc le producteur, il connaît ça parce qu'il est agréé par 21. Le concepteur, il va s'adapter aussi à ça. Et notamment, pour l'anecdote, vous voyez la tige, la tige sur la gauche du malonnier qui est ici. Donc il a été réclamé une robustesse assez énorme, une section qui est presque surdimensionnée par rapport aux besoins de pousser sur les palonniers, puisqu'on estime qu'il fallait 40 kg de poussée sur les palonniers à l'époque. Or, si vous regardez donc cette tige-là, par rapport à son point d'ancrage, en final, la robustesse de la tige est bien plus élevée que le point d'ancrage en lui-même, qui est un petit pion qui ne fait même pas 1 cm de diamètre. Donc il y a des incohérences de temps en temps dans ce genre de dossier. Mais bon, c'est passé comme ça. Voilà. Donc, après ça, on a mis en place des essais en vol en 2013, après l'obtention d'un permis to fly de l'EASA et d'un laissez-passer de la DGAC. Donc là, il y a 2 exigences avant de pouvoir faire les essais en vol. Et bien sûr, ça a nécessité une visite des installations par la DGAC pour la vérification de la robustesse de l'installation. Donc, il faut savoir que le malonnier en lui-même, qui a l'air simple ici sur la figure, hein, ce que vous voyez en gris-bleu, c'est tout ce qui existe, préexistant sur le planeur, et ce qui est en gris, c'est ce qu'on a rajouté, donc c'est le malonnier. Ça a l'air simple, mais malgré tout, c'est constitué par 54 pièces usinées. Donc c'est quand même quelque chose qui est une mécanique de précision. Alors, les 2 organismes, que ce soit conception ou production, s'engagent à traiter de façon adéquate les déviations de production et les pièces non conformes, suivant les procédures applicables de l'organisme de conception et de l'organisme de production, et à gérer de façon adéquate la configuration de pièces fabriquées de façon à permettre à l'organisme de production d'effectuer les déterminations et l'identification finale de conformité. Alors ici, ça c'est un chapitre qui était important pour le développement du kit, parce qu'il fallait un certain nombre de tolérances de manière à ce que ce kit puisse s'adapter dans n'importe quel planeur du type, donc dans n'importe quel Pégase du parc en France, sachant que le planeur, ça reste une construction relativement artisanale. Il n'y a pas un planeur qui ressemble à un autre, même si vu de l'extérieur, tout se ressemble. Il y a toujours des petits degrés d'écart de quelques millimètres ou centimètres. Donc nous, il fallait qu'au niveau du kit, on puisse avoir certaines tolérances pour dire on doit pouvoir adapter certaines pièces à ces petits écarts de fabrication des planeurs. Donc ça a été une de nos exigences par rapport à la conception. Et ça a été, ils en ont tenu compte, hein, puisque le premier montage sur le premier planeur à benne a été très différent du deuxième montage sur le second planeur. Ça n'a pas du tout la même histoire.
les pièces ne tombaient pas toujours de la même façon, donc l'adaptation du kit était nécessaire. Alors là, on en vient aux documents qui vont donner lieu à la certification. Donc le fameux STC, Supplemental Type Certificate, qui reconnaît que les données de conception fournies, contrôlées et modifiées conformément à l'arrangement sont reconnues, approuvées par l'autorité compétente, et qu'en conséquence, les pièces et équipements fabriqués suivant ces données et trouvés en état de fonctionner en toute sécurité peuvent être libérés en certifiant que l'article a été fabriqué en conformité avec les données de conception approuvées et est en état de fonctionner en toute sécurité. Ça fait beaucoup de redondance dans le texte, mais bon, c'est comme ça. Donc, ça engage en fait le concepteur à une certaine responsabilité. À partir du moment où il est détenteur d'un STC, il faut que le concepteur puisse être responsable de la fourniture, de l'installation du kit et aussi du suivi de la navigabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un nous demande un kit pour le monter sur un Pégase n'importe où, eh bien c'est la FFVP qui est détentrice du STC qui sera responsable de son installation, de son utilisation et du suivi de navigabilité. Donc s'il arrive quoi que ce soit, eh ben, la FFVP peut être mise en cause. Donc voilà le fameux certificat en question qui est tombé 10 ans après le début de la conception. Donc, le début de la conception, entre le début de la conception et l'équipement des premiers Pégase, 10 kits au total en France, il a fallu 10 ans. C'est un long parcours. Alors, je vais vous parler des actions qui ont été réalisées après la certification. Donc on a accompagné bien sûr les clubs pour l'installation des kits. Il y a un manuel d'installation qui a été rédigé par les FFVP et qui a été distribué en même temps que les kits. On a mis en place dernièrement un drive sécurisé qui est détenu par la commission technique et la commission anti-planeur de la FFVP avec une documentation électronique qui comprend les fichiers CATIA donc pour la conception par ordinateur et les PDF qui permettent une nouvelle fabrication du malonnier. Et l'année passée, il y a eu une enquête de la commission technique de la FFVP pour recenser les besoins de nouvelles productions. Et là, on a vu qu'il y a un intérêt de la part de pas mal de pays en Europe. Donc, en dehors de la France, la Belgique, la Pologne, l'Espagne, l'Italie sont intéressés puisqu'il n'y a pas d'équivalent dans ces pays-là. Ce qui pose évidemment un problème au niveau de la propriété du STC, mais aussi au niveau des subventions qui ont été versées pour la première fabrication, puisque ces subventions venaient de la FFVP et donc n'étaient pas normalement à l'usage d'autres pays en Europe. Donc il y a toute une négociation maintenant entamée avec ces pays-là pour voir comment on peut faire passer, comment la propriété du STC peut être négociée. Et voir comment eux peuvent obtenir de leur côté des subventions pour continuer à produire ce type de malonnier. À savoir qu'à l'époque, le malonnier avait coûté 10 000 € pièce pour 10 kits. Le prix était régressif en fonction du nombre de kits commandés. Aujourd'hui, d'abord, Agrec n'est plus engagé à le faire, c'est plus compliqué, il faudra refaire des négociations avec eux pour pouvoir le faire. Et on sait que ce sera au minimum 15 à 20 000 € pour une production actuelle, même pour 10 kits. Donc les prix augmentent, les constructeurs restent un petit peu sur le regard par rapport aux certifications, parce que eux, ça les engage également, c'est compliqué de leur côté aussi. C'est d'ailleurs pareil au niveau des constructeurs de planeurs qui intègrent eux-mêmes dans leur catalogue la possibilité d'avoir un malonnier. Ils sont de plus en plus frileux par rapport à ça aussi. Le plus gros constructeur allemand nous a dit dernièrement qu'ils avaient
quasiment perdu les plans, hein. C'est un peu une excuse de leur part, mais c'est leur façon de dire, ben voilà, on n'a plus envie de le faire parce que ça nous engage trop. C'est un peu hallucinant, mais voilà, on en est là. Voilà. Bien, des questions, Dominique? Côté Angleterre, ça intéresse les Anglais aussi, et avec la monnaie. Alors, les Anglais, ce qui est formidable avec les Anglais, c'est que d'abord, ce sont eux qui ont été les premiers développeurs du malonnier, parce que dans les années 80, ils sont allés trouver un des plus gros constructeurs allemands pour leur dire on voudrait adapter le planeur école pour au moins commencer à faire de l'école avec des pilotes handicapés moteurs. Et puis c'est parti chez eux en premier, puis c'est parti dans tous les autres pays. Et les Anglais, ils doivent avoir la British Gliding Association. Aujourd'hui, ils ne sont plus en Europe, mais ils ont eu malgré tout des possibilités de contourner les hasards, puisqu'ils ont adapté des planeurs avec des malonniers qui n'étaient pas certifiés. Donc je ne sais pas comment ils se sont débrouillés là-dessus. Toujours est-il qu'ils ont réussi à le faire, et aujourd'hui, bien sûr, ils sont toujours intéressés, les Anglais. D'autres questions? On estime à combien de pilotes handimoteurs planeurs? Alors on est très peu. On est actif, on est entre 10 et 15 maximum. 10 à 15 pilotes. En fait, ça paraît pas beaucoup, mais en réalité, si on fait la proportion du nombre de handicapés moteurs qui peuvent vraiment piloter et le nombre de pilotes handicapés qui pilotent, et si on fait cette même proportion entre les pilotes valides et le nombre de pilotes valides qui pilotent en planeur, au final, le rapport est avantageux du côté des pilotes handicapés moteurs. C'est vrai que dans tous les handicaps, vous avez un turnover, les gens essayent. Exactement. Quand ils ont atteint un niveau, ils ont fait ce qu'ils sont prouvés qu'ils pouvaient faire. Il y a ça, il y a aussi le fait que c'est quand même un public qui est soumis à des problèmes de santé plus importants que les pilotes valides, évidemment. Et puis il y a la question financière aussi. Donc ça pose des problèmes supplémentaires. Mais au final, on est assez fiers en France d'avoir un nombre de pilotes relativement important et surtout une flotte qui est probablement la flotte la plus importante au monde de planeurs adaptés. Puisqu'il y a 42 clubs qui possèdent au total 42 planeurs possédés par 35 clubs. Ce qui est, à mon sens, à ma connaissance, le plus élevé au monde. Dans le chat, Daniel Estivelle nous dit que c'est là que la France est en retard. Comme la France est en retard par rapport à... Oui, alors, je dirais que c'est la couche administrative qui est complexe. Après, on est sous le HASA également, donc il n'y a pas que la France, c'est la certification HASA qui est complexe aussi. Mais c'est clair que les couches administratives viennent compliquer tout. Quand vous voyez 10 ans entre le début de la conception et la certification, bah, ces 10 années-là, vous vous doutez bien que ce n'est pas uniquement la conception, c'est des allers-retours à l'administration en permanence, et c'est bien sûr ça qui est très très lent. Bien, merci Dominique. Okay.